Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le dialogue politique équato-guinéen. Les acteurs peinent à retrouver la table des négociations. Selon les autorités, les pourparlers restent ouverts, mais elles dénoncent le manque de bonne volonté de l'opposition qui préfère acter ses revendications en Europe. Célébration de la journée mondiale de la presse ce dimanche 3 mai. Les journalistes font l'objet de poursuites judiciaires et sont souvent victimes dans l'exercice de leur métier. Comment se traduisent ces libertés sur le continent? Les réponses dans ce journal. La jeunesse africaine représente un potentiel loin d'être négligeable pour le développement du continent. Elle est toutefois confrontée aux problèmes récurrents du chômage. Nous verrons le cas du Burkina Faso. Mais avant de développer ces titres, Marc Ravalman n'est plus assigné à résidence. L'ancien président malgache avait été assigné à résidence à son domicile après son retour d'exil en octobre 2014 lorsqu'il était rentré d'Afrique du Sud où il vivait depuis son renversement en 2009. Le décret qui limitait ses déplacements va être abrogé par le président de la République, R. Razaonarimanpian, un signe d'apaisement annoncé ce samedi 2 mai lors de la cérémonie de clôture des assises nationales pour la réconciliation. Où en est le dialogue politique en Guinée équatoriale? Du côté de l'opposition, les revendications sont axées vers la mise en place d'un nouveau dialogue national. Pour le pouvoir en place, les pourparlers pour une cohésion restent ouverts mais sont confrontés à un manque de volonté de la part du camp adverse. Le point tout de suite avec Ibrahim Ndiaye. En Guinée équatoriale, les relations entre l'opposition et les autorités sont en dents de scie. Le dialogue national entamé en novembre 2014 est une main tendue par le pouvoir afin d'instaurer un rapport de confiance et une bonne entente entre les deux camps. Mais la dernière affaire liée à l'importation présumée d'Ebola par l'opposition dans le pays est venue compliquer encore un peu plus le climat politique. La CORED, la coalition de l'opposition pour la restauration d'un État démocratique en Guinée équatoriale, réfute toute implication dans cette affaire. Toute ma famille vit en Guinée équatoriale. Comment ça veut dire que moi, M. Salomon, je veux voyager au Libéria avec Andrés de parti de CPDS, Severo Motor de parti de PP pour aller acheter une maladie de Ebola au Libéria? Moi-même, je n'ai pas peur de mourir. Donc, ce sont des stratégies. Parce qu'il sait qu'il y a les élections l'année prochaine. Il veut condamner à tous les opposants radicaux pour qu'ils ne participent pas aux élections de l'année prochaine. C'est pour ça qu'il nous accuse de vouloir acheter une maladie de Ebola et introduire Ebola en Guinée équatoriale. Ça, c'est de fausses accusations. Des accusations balayées d'un revers de main par les autorités qui soulignent que les instances compétentes ont été saisies pour faire toute la lumière dans cette affaire. Je pense que ce n'est pas le gouvernement qui accuse M. Salomon. C'est une personne avec laquelle il semblerait qu'ils ont eu contact sur cette affaire. De toute façon, l'affaire est déjà en justice. Tout le monde va être convoqué. Par ailleurs, la Guinée équatoriale est revenue sur le rapport de l'ONU sur les soupçons de viol sur des mineurs en République centrafricaine. Nous sommes surpris, pour ne pas dire scandalisés, pour vouloir mouiller la Guinée équatoriale sur une affaire qui ne concerne pas aux soldats qui étaient en Guinée, en Centrafrique. D'abord, la Guinée équatoriale n'a pas de soldats actuellement en Centrafrique. Malgré tout, la Guinée équatoriale se prépare à organiser la prochaine présidentielle en 2016. Au Burundi, l'armée réaffirme son soutien aux accords d'Arusha. Le ministre de la Défense, le général Posien Gassi Yumwenge, a rappelé ce samedi que ce corps de défense du pays a été initié à l'issue de ces accords de paix et de la constitution burundaise. Il a réaffirmé par ailleurs que l'armée resterait neutre et a demandé que cessent les atteintes aux droits constitutionnels des Burundais, semblant faire référence au droit de manifester pacifiquement. Analyse de Gracien Roukindikiza, éditorialiste.
Au niveau de ce communiqué, il faut dire que ce communiqué a été lu à la télévision par le ministre lui-même. Question de forme, le ministre de la Défense, ce qui est rare, était en tenue de combat, avec son béret rouge parce que c'est un paracommando. Deuxièmement, au niveau du fond, il attaque, il dit bien que l'armée doit défendre les accords d'Arusha parce que l'armée est issue des accords d'Arusha. Troisième chose, c'est qu'il dénonce des discours divisionnistes. Surtout, il ne le dit pas, mais ce qu'il veut dire, ce sont des discours qui sont propagés par la radio Rema FM, la radio qui appartient au pouvoir. Cela veut dire que finalement, l'armée commence à prendre conscience du problème et on ne sait pas si ça peut évoluer comme le Burkina Faso, parce qu'ayant déjà fait ce communiqué, c'est que l'armée va passer à une vitesse supérieure. Connaissant bien l'armée burundaise, elle commence toujours à ce rythme. Et il faut dire qu'il y a eu aussi un élément qui s'est passé le vendredi, c'est surtout un militaire qui a été tué par quelqu'un des services de renseignement. L'armée ne pouvait pas tolérer ce genre de choses. À l'occasion de la Journée mondiale de la presse qui coïncide avec le 3 mai de chaque année, focus sur les libertés sur le continent. Quel constat faire de l'indépendance des médias? Quel bilan de l'évolution de ce principe fondamental? Éclairage avec Ibra Khadindiaï. La Journée mondiale de la presse est célébrée comme chaque année ce 3 mai. Créée en 1991 par l'UNESCO lors d'une conférence à Windhoek en Namibie, la Journée internationale de la liberté de la presse de cette année a pour thème « Donnons du souffle au journalisme vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des genres et la sécurité des médias à l'ère du numérique ». Car le quatrième pouvoir a plusieurs missions à accomplir. Je peux donc dire que la presse camerounaise, elle se porte... Je ne peux pas dire très bien, mais disons relativement bien. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas de journalistes derrière les barreaux du fait de l'exercice de la profession. Et j'annonce également que je n'ai jamais eu à interférer sur la ligne éditoriale de quelque journal que ce soit, qu'il s'agisse de la presse écrite, de la presse de la radio ou de la télévision. Jamais. Sauf de temps en temps, quand un journal ou un journaliste a tendance à remettre en cause les acquis les fondamentaux sur lesquels repose la nation, à savoir la paix, la concorde, l'unité, bref. Mais sinon, cette presse, elle est vigoureuse, elle existe, elle est abondante. La presse doit contribuer pleinement au renforcement de la démocratie et de la paix d'une manière générale. Toutefois, l'environnement, les moyens financiers peuvent influer sur le travail des journalistes. Du point de vue de la contribution de la presse à la démocratie apaisée, on ne peut pas dire qu'elle y apporte beaucoup. Les acteurs politiques sont souvent blâmés, des reproches leur sont faits, mais il est évident que si on devait s'en tenir à la presse qui relaie les propos incendiaires et qui ne fait rien souvent pour apaiser, la paix dans ce pays-là n'aurait pas été à l'ordre du jour. C'est quelquefois peut-être des religieux, de la société civile ou même les politiques eux-mêmes qui sont blâmés, qui finissent par prendre conscience et qui décident de ne pas aller plus loin. Et je n'ai pas, à ma connaissance, souvenir de ce que la presse, souvent, a pris ses responsabilités pour dire non, nous on veut la paix, nous on veut obtenir telle ou telle chose au nom de la Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire et puis on y est arrivé. Ce qui préoccupe la presse, c'est de dire qu'elle n'a pas les ressources, qu'elle n'a pas les moyens, il faut que l'État lui en donne, il faut que les gens lui donnent les moyens. Et puis on lui en donne, mais ça ne résout jamais les problèmes de la presse. Journalistes emprisonnés, médias censurés, dans de nombreux pays, les journalistes travaillent dans les contraintes. Ils sont également dans l'exercice de leur métier d'informer les victimes collatérales de la guerre contre le terrorisme. L'Union économique et monétaire ouest-africaine mise sur les énergies renouvelables. D'ici 2020, pas moins de 250 milliards de francs CFA vont être investis dans ce secteur. Le projet Facilité régionale d'accès à l'énergie durable sera mis en place en ce sens et permettra la construction de centrales solaires allant jusqu'à 20 mégawatts et ce, dans les 8 États membres. D'autres initiatives seront annoncées dans cette continuité au sein de la sous-région, afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement durable en matière d'énergie durable. Chômage au Burkina Faso. Avec une population fortement jeune, le pays regorge de main-d'œuvre mais reste confronté à la précarité de l'emploi. Sur une population de près de 18 millions d'habitants, 51% des jeunes de 18 à 29 ans sont inactifs. Reportage de Wandiam Valentin à Compaoré, notre correspondant à Ouagadougou.
La population burkinabé est caractérisée par sa forte jeunesse. En effet, plus de 47% de ses 18 millions d'habitants sont jeunes. Mais un problème d'emploi se pose. Ainsi, plus de 51% des jeunes de 15 à 29 ans sont au chômage au Burkina Faso, selon l'Observatoire national pour l'emploi et la formation professionnelle. Une situation difficilement vécue par ces sans-emploi. Nous souffrons énormément par ce manque de travail. Vous voyez, depuis ce matin, je suis sorti à la recherche d'un boulot, mais je n'ai rien eu. Et sous ce soleil, je me repose en attendant de reprendre la recherche de nouveau. Tu souffres beaucoup avant d'avoir un petit boulot en espérant t'en sortir. Et avec ça, le plus souvent, pour avoir ta paix aussi, c'est difficile. Il faut que les autorités s'y penchent pour nous aider à sortir de cette misère-là. Selon le rapport de dépendance démographique, il y a plus de personnes inactives que d'actives au Burkina Faso. À titre d'exemple, un travailleur a à sa charge environ 2 personnes. En somme, une population en grande majorité dépendante. Pour transformer cette croissance en opportunité, des chercheurs proposent d'investir dans la formation professionnelle. Le développement ne peut pas passer par une autre voie que par celle-là. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme je vous ai dit, ces préalables-là, il faut que nous puissions les remplir. Oui, j'ai cité ces 3 piliers, santé, formation, emploi, mais il y a d'autres aspects comme la bonne gouvernance. Si vous n'avez pas une politique de bonne gouvernance, vous ne pouvez pas bénéficier de cet atout de la jeunesse et de la population. Donc c'est un ensemble et comme je le disais tantôt, ça peut être un bonus si vous y arrivez, ou alors ça devient un malus. Et là, vous voyez, les conséquences sont imprévisibles. Le secteur primaire au Burkina Faso reste largement dominé par l'agriculture. Les pouvoirs publics sont invités à investir dans ce secteur qui emploie plus de 80% de la population. Il faut rappeler que selon les projections récentes, le Burkina Faso comptera à l'horizon 2030 plus de 30 millions d'habitants. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.